Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. En direct ce soir, impossible de ne pas parler politique, notamment du meeting de l'opposition ivoirienne qui s'est tenu hier au stade Félix Houphouët-Boigny, s'inscrivant dans le cadre du mot d'ordre de désobéissance civile annoncé par les leaders de l'opposition. On parlera de la commission électorale indépendante, la CEI, qui a procédé vendredi à son siège à la remise officielle des documents électoraux, spécimens de bulletins de vote et affiches de campagne aux représentants des candidats en lice pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Au menu également, le verdict de la mission conjointe CEDEAO, ONU et Union africaine qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 4 au 7 octobre. Enfin, également, cette semaine, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu dans le nord du pays avec au programme des visites familiales, l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment des axes routiers importants. Voilà pour les grandes lignes. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Dr Arthur Banga. Il est analyste politique, historien. Antoine Assalé Timoko, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné. Serge Amissa, vous êtes directeur de campagne du candidat malheureux, Serge Dibré, leader du mouvement citoyen 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire. Meïté Sendou, patron de presse, précisément de Nord-Sud.info. Innocent Nielbin, président de Force au Peuple, Dr François Conan, journaliste du Nouveau Réveil, qui malheureusement n'est pas encore arrivé. On espère l'avoir au plus vite. Merci à vous, chers invités. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci. Nous sommes à 20 jours de la présidentielle ivoirienne. Hier, des militants de l'opposition se sont massés au stade Félix Houphouët-Boigny à l'appel de leur leader pour réclamer le retrait de la candidature du président Ouattara et de réforme des institutions en charge des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ils ont en outre appelé à un report des élections et à la mise en place d'une transition. On en parle avec nos invités après ce sujet de Pierre Dippomelin et Harouna Zeba. Les militants de l'opposition se sont réunis ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny, au Plateau, au cours d'un meeting dénommé « Ensemble, disons non au troisième mandat et oui à la désobéissance civile ». Tour à tour, les leaders des partis et plateformes de l'opposition se sont succédés à cette tribune pour réclamer le retour des exilés, des réformes à la CEI et au Conseil constitutionnel et le retrait de la candidature du président Alassane Ouattara. Ce rassemblement des démocrates et des forces vives de la nation, ce meeting référendum réunit tous ceux et toutes celles qui disent non au troisième mandat du président Alassane Ouattara et qui exigent des élections justes, transparentes, inclusives et crédibles. Ce meeting, qui intervient à seulement 5 jours de l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, était un rendez-vous important pour l'opposition qui veut empêcher ces élections et forcer le parti au pouvoir à aller à une transition. Voilà, chers invités, ce meeting de l'opposition ivoirienne était très attendu. Vos avis, vos commentaires au lendemain de cette activité de l'opposition ivoirienne? Antoine Assalé Timoko. Bien, il faut dire qu'on a tous suivi ce qui s'est passé hier au stade de Houphouët-Boigny. Je pense qu'on peut apprécier ce qui s'est passé. Il faut le mettre à l'aune des objectifs qui étaient assignés à ce meeting. L'organisateur avait dit qu'il s'agissait, et Ducabier vient de le dire, il s'agissait d'un meeting référendum de non contre la candidature du président Ouattara et de oui à la désobéissance civile. Et pour atteindre cet objectif, il fallait mobiliser au minimum 250 000 personnes. Au regard de la mobilisation qu'on a vue hier au stade Houphouët-Boigny, on peut dire que cet objectif n'a pas été atteint. Après, on pourra épiloguer sur les raisons qui ont été évoquées par les organisateurs, mais on n'a pas de preuves pour attester cela. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nos acteurs politiques ivoiriens devraient pouvoir se poser de profondes questions. Ce qui s'est passé hier au stade Houphouët-Boigny est révélateur de ce que beaucoup d'Ivoiriens ont décroché et qui ne suivent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça fait 30 ans que ça dure et les politiciens ne se rendent pas compte que toute cette classe politique-là a fini par excéder les Ivoiriens et que repasser les mêmes messages qui ont poussé le pays dans le trou encore en 2020 ne peut pas mobiliser les Ivoiriens. Et donc,
que ce soit au niveau du RHDP, que ce soit au niveau de l'opposition, tous les acteurs devraient prendre conscience que maintenant, là, il y a des choses pour lesquelles les Ivoiriens vont plus commencer à suivre. Parce que les gens ont tellement de problèmes. Et chaque fois pour une élection présidentielle, avec les mêmes acteurs à des places différentes, les Ivoiriens devraient aller à la mort. J'ai entendu quelqu'un dire hier qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays. On est à quelques jours d'une élection, on parle de mourir pour un pays. Au nom de quoi? À cause de quoi? Parce que quelqu'un est candidat, qu'on me parle de sa candidature, donc des Ivoiriens devraient aller mourir. Et tu dis ça? Quelqu'un qui était avec celui qui combat aujourd'hui pendant 30 ans. Et tu es parti du gouvernement il y a à peine 2 mois. Tu es devenu subitement un opposant. Il faut que les acteurs politiques de tous les bords comprennent que les Ivoiriens commencent à prendre conscience et qu'ils appellent profondément à un renouvellement de la classe politique avec de nouveaux visages qui vont donner un nouveau message aux Ivoiriens et construire ce pays-là, que d'appeler les Ivoiriens à aller mourir encore parce que les gens ne sont pas contents. Alors, je rappelle, avant de poursuivre le débat, que pour cette nouvelle formule de NCI 360 en direct, le téléphone est ouvert pour nos téléspectateurs et internautes. Vous pourrez composer le 21 59 91 00, 21 59 91 00 et donner votre avis sur l'actualité de cette semaine. Alors, Arthur Banga, comment vous réagissez au lendemain de ce meeting de l'opposition ? Bon, côté mobilisation, c'est comme avant un match. Hier, les petits supporters de l'Africa, dimanche passé, on pensait pouvoir battre à sec. C'est toujours un rêve. Donc, c'est comme ça, avant un match. Ils sont toujours dans l'illusion. Oui, surtout les supporters de l'Africa. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, pour parler plus sérieusement politique, on peut toujours annoncer des chiffres. On ne peut pas aller au stade Félix Houphouët-Boigny et dire qu'on aura 250 000 personnes. Ça, c'est déjà évident. Mais dans la mobilisation, donc revenons à l'appréciation plus juste de cette mobilisation. C'est vrai que ce n'est pas la déferlante des années 2010, des années 2000, mais il y a eu quand même mobilisation. Et je pense que l'idée là, c'était de montrer quand même qu'il y a des gens qui partagent un avis contraire à ce qui s'est fait au niveau des décisions prises par le Conseil constitutionnel. De ce point de vue, la mobilisation n'a pas été ce qu'on voulait, mais je pense quand même que l'opposition a pu montrer quand même qu'il y a un bloc qui peut penser ne pas être d'accord avec le président, avec plutôt la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui est, à mon avis, et le plus important, on a prouvé dans ce pays qu'on peut faire de la démocratie. On peut faire donc des manifestations sans... Il y a eu quelques écarts qu'on a du mal à vérifier, mais qu'on peut permettre donc à tout le monde de s'exprimer dans le même endroit. Assez intéressant parce qu'un mois plus tôt, le RHGP a fait sa démo. Aujourd'hui, l'opposition l'a faite. Et en termes de démocratie, je pense que pour l'image de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de positif. Et je vais féliciter justement les forces de sécurité qui se sont bien comportées, je pense, dans l'ensemble. Et troisième chose à dire, mobilisation, on a aussi l'unité qui s'est finalement affichée. On cherchait cette photo pour répondre des propos qui ont été pris sur ce plateau des leaders de l'opposition ensemble. Je pense qu'on l'a eu. On a eu des discours aussi qui ont été assez offensifs. Par contre, là où on a vraiment des questions à se poser, c'est tout ça pourquoi, finalement? Parce que la désobéissance civile, qui avait été annoncée à grande pompe, on revient du meeting hier sans savoir ce qu'elle est. Bon, les résolutions, les appels, quand on prend le dernier discours du président Ikonan Bédié, qui appelle à l'intervention de l'ONU avant le 31 octobre, vraiment, voilà. Donc moi, je pense que c'est le SWOT. Qu'est-ce qu'on fait de ça, sur ça, en termes de cap, en termes de stratégie? L'opposition n'a rien apporté de plus, ce qui fait que je pense très sincèrement que les militants, les sympathisants de l'opposition, aujourd'hui, ne savent pas concrètement ce qu'ils font. Aujourd'hui, à 20 jours des élections. Est-ce que le PDC ira aux élections? Ils ne vous disent pas non, ils ne vous disent pas oui. Ils s'appellent l'ONU. Pourquoi? Et est-ce que le FPI a fingé ça ira? Non. Finalement, les grands gagnants dans cette opposition, c'est ceux qui ont été régalés. Et je pense principalement à Guillaume Soro et à Laurent Gbagbo, qui sont la tendance qui gagnent. Côté PDCI, côté Afinguessan, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de stratégie. C'est pas clair après ce... Très bien. Serge Amissa, vous êtes de l'opposition, vous étiez censé être le directeur national de campagne d'un candidat malheureux, en l'occurrence Serge Djibré. Quel commentaire, quelle analyse faites-vous de ce meeting de l'opposition? Alors, pour moi, je crois que ce meeting est tout d'abord un test de la vitalité de la démocratie. Donc, je suis d'accord avec Arthur Banga. Je pense que c'est très positif pour notre pays. Donc, on a pu voir, et encore une fois, sur la mobilisation, les chiffres avaient été annoncés, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était est-ce que l'opposition était capable de ramener
les Ivoiriens dans un stade pour dire non au troisième mandat et pour dire non à tout ce qu'on a pu voir sur la décision du Conseil constitutionnel. Donc ça, pour moi, le test, il est réussi. Il faut quand même le reconnaître. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que sur cette actualité, c'est qu'effectivement, le meeting, en tout cas ce que j'ai compris, hein, le meeting du 10 était en fait un signal, une porte d'entrée pour commencer la désobéissance civile. Donc c'est vrai que ça n'a peut-être pas été annoncé au cours du meeting, mais je suis certain que dans les jours à venir, cela sera articulé. Pour notre part, nous, les 1000 volontaires, nous n'avons pas participé officiellement à ce... Pourquoi ? Alors, simplement parce que nous ne nous retrouvons pas dans la plateforme de l'opposition. Vous êtes de l'opposition, mais vous ne vous retrouvez pas dans cette plateforme. Alors, comment expliquez-nous ? C'est intéressant. Parce que qui sommes-nous ? Nous sommes des citoyens. Nous sommes des gens... Les militants des autres partis sont aussi des citoyens. Non, peut-être. Mais nous ne sommes pas militants. Nous nous retrouvons en politique parce que nous faisons le constat, comme l'a dit M. Assalé un peu plus tôt, que ça fait 30 ans qu'on nous sert le même repas, à peu de choses près. Et donc nous représentons justement cette volonté de pouvoir changer les choses en Côte d'Ivoire. Et forcément, sur cette plateforme de l'opposition, ce qu'on voit, c'est exactement ce qu'on nous a servi depuis 30 ans. Donc encore une fois, ce sont des alliances circonstancielles qui certainement ne mèneront à rien. Donc voilà pourquoi, même si nous faisons le même constat qu'effectivement le mandat du président est anticonstitutionnel, faisons le même constat qu'effectivement les conditions ne sont pas réunies au niveau de la CEI, au niveau du Conseil constitutionnel pour tenir une élection apaisée, voilà, nous ne nous retrouvons pas sur cette plateforme. Ça ne nous convient pas. Alors, le mouvement citoyen 1000 volontaires pour changer les choses ne se retrouve pas dans cette plateforme de l'opposition, aspire à ce que les choses changent au niveau de la classe politique. Est-ce le cas pour vous, Monsieur Innocent Nielmin, vous qui êtes à la tête également de Force au Peuple, un autre mouvement citoyen? Notre parti a formulé son soutien ferme et clair au candidat du RHDP. Nous l'avons fait le 6 juin dernier. Et nous l'assumons. Et justement, je crois que la manifestation d'hier et la manière donc, de fonctionner donc, de l'opposition nous conforte dans la position qui est la nôtre. Pour revenir effectivement sur le meeting d'hier, je voudrais féliciter le pouvoir pour avoir permis la tenue de ce meeting et montrer combien de fois est-ce qu'il s'ouvre, n'est-ce pas, au jeu démocratique. Je ne voudrais pas entrer dans les débats de mobilisation, parce que, écoutez, des gens qui ont fait des années au pouvoir, des partis politiques qui ont fait plus de 30 ans, s'ils ne remplissent pas un stade de 30 000 places, bon, c'est ce qui serait un peu plus étonnant. Donc le débat autour de la mobilisation ne devrait même pas être. Le véritable débat, c'est le contenu donc, de cette action-là. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, du contenu des discours qui ont été prononcés? Oui, ce qu'on attendait, c'est que l'opposition dit qu'elle fait une désobéissance civile. Ce qui est un mot d'ordre extrêmement fort. Donc on attend, notamment pour leurs militants, que le mot d'ordre soit formulé en acte pratique, donc à mettre en œuvre. Ils arrivent au stade et nous faisons le constat de ce que l'ensemble des interventions vont dans tous les sens. Il y a certains qui veulent une transition politique. D'autres, notamment le leader de cette opposition-là, finit par appeler, n'est-ce pas, la communauté internationale, notamment l'ONU, pour qu'elle vienne, n'est-ce pas, cette institution internationale, vienne pour changer donc, la commission électorale à l'effet d'aller aux élections le 31 octobre. C'est lui-même qui l'a dit. Mais quand le chef de l'opposition demande à ce qu'on aille le 31 octobre aux élections, quitte à changer effectivement la commission électorale indépendante, c'est que vous voudrez dire qu'il accepte maintenant le principe, n'est-ce pas, de la tenue de l'élection le 31 octobre. Nous faisons ce constat-là. Mais en même temps, là où je suis véritablement inquiet, et nous sommes inquiets, c'est qu'on remarque que des acteurs qui hier se sont battus autour des mots qui ont fait souffrir ce pays-là, que ces acteurs-là se mettent ensemble et acceptent que ce genre de situation puisse revenir.
D'accord. Nous avons entendu des choses extrêmement graves lors du meeting d'hier. On y reviendra certainement. Monsieur Meïté Sindou, réaction? Merci beaucoup. Non, mais cette actualité, fondamentalement, elle est effectivement difficile à commenter, tellement il y a à boire et à manger dedans. Mais ce que je note, c'est que, fondamentalement, au-delà vraiment du temps démocratique qu'on a vécu, effectivement, que tous nous pouvons saluer, mais qui est tout à fait normal parce que le cycle électoral qui nous mène vers les élections du 31 octobre est déjà ouvert. L'objectif principalement de l'opposition, c'était quoi? C'était de bloquer le processus électoral. C'était d'envoyer un signal fort, non seulement à la communauté nationale, mais à la communauté internationale, que le processus électoral tel qu'il se déroule actuellement est un processus antidémocratique, voilà, et anti-légal. Et quand on parle de ce principe-là, nous observons vraiment les moyens, vraiment la mobilisation effectivement qui peut devenir anecdotique. Il faut conclure que ce temps-là hier, le temps politique qu'on a vécu hier pour l'opposition, ce meeting référendum auquel Assalé faisait référence tout à l'heure en citant Guy Kawe a été proprement un échec. Il faut le dire. Et il a été un échec pourquoi? Et je crois que c'est un échec d'abord, premièrement parce que il n'y a pas de l'opposition ne vole pas comme une plateforme unitaire. Cette opposition qui était au stade du Houphouët-Boigny hier, cela se voyait. Elle n'est pas unie. Elle n'est pas arrivée là unie. Il y a de tout dans cette opposition. On a un FPI vraiment qui est quasiment vraiment en 3 blocs. Voilà. Le bloc Gorg-Gbagbo, le bloc FPI-AFI. Le fait de l'avoir ensemble, c'est peut-être le début de l'union. Mais notez, par exemple, que cette opposition n'a pas pu tenir une réunion unitaire pour lancer un mot d'ordre, pour appuyer et tout ça, vraiment, le meeting d'hier. Moi, en tout cas, j'ai observé vraiment toute la semaine. Je veux dire, j'ai vu l'opposition fonctionner depuis une vingtaine d'années. En général, quand ce genre de manifestation se profile à l'horizon, bien entendu, il y a une organisation politique particulière, il y a des réunions particulières pour concevoir des mots d'ordre, les préparer et les lancer. Et donc cette plateforme unitaire, vraiment, pour préparer cette réunion d'hier, je ne l'ai pas vue. Deuxièmement, ce que je n'ai pas vu non plus, c'est même une plateforme unitaire au niveau des revendications. Voilà, il y a de tout là-dedans. Voilà. Bien entendu, ils s'entendent sur une série de revendications, mais d'un côté, on entend parler de la transition, de l'autre côté, on entend parler de la désobéissance civile. Mais ce que je note, c'est que les revendications fondamentales qui visent, par exemple, la réforme de la CEI ou la réforme du Conseil constitutionnel, n'ont pas encore véritablement un contenu. L'opposition ne nous dit pas aujourd'hui très clairement ce qu'elle veut comme calibrage de la commission électorale indépendante. Personne autour de cette table. En tout cas, si vous avez des informations, vous me le direz. Je sais qu'en 2018, déjà, quand le processus de réforme avait été entamé à l'aune du dialogue politique, j'ai vu circuler des documents émanant vraiment des scientifiques du PDCI sur un calibrage éventuel vraiment de la commission électorale indépendante. Mais il n'y avait pas grand-chose dans ce document. Globalement, ce document disait on veut une CEI autonome, totalement indépendante, avec une autonomie financière et avec un pouvoir de coercition totalement autonome. C'est-à-dire avec la possibilité aujourd'hui de prendre la force de coercition de l'État pour imposer, et tout ça vraiment la force des décisions de la CEI aux acteurs politiques. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, ce projet de 2018, est-ce qu'il vaut encore en 2020? Qu'est-ce que l'opposition veut concrètement? Voilà. Et quand l'opposition parle vraiment de réforme du Conseil constitutionnel, concrètement, quel est le contenu de la réforme? Donc je ne la connais pas. Très bien. Oui, Arthur Banga. Quand même. Je ne sais pas si vraiment, je me demande si on a vu le même meeting. Parce que quand j'entends des gens dire qu'il n'y a pas d'unité de l'opposition, je me demande si on a vu le même meeting, on a entendu le même discours. Il y a clairement unité. Clairement. Ils ont trouvé un socle commun clair. C'est non au 3e mandat d'Alassane Ouattara, c'est non à la CEI et c'est non à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est clair, ça apparaît dans tous les débats. Donc, je ne vois pas pourquoi on parle de manque d'unité. On avait dit ici qu'il n'y avait pas cette photo. Mais la photo, on l'a vue au meeting. Dites-moi quelle différence vous avez entre ce que Mamadou Koulibaly dit, ce que Marcel Tano dit, ce que Henri Konan Bédié dit, etc. Moi, je trouve que c'est clairement là-dessus. Deuxième chose, on veut opposer deux propositions. Celle d'Afin Guessan qui parle de transition et celle d'Henri Konan Bédié qui demande à l'ONU d'intervenir. Mais je ne vois pas en quoi s'y opposer. L'ONU intervient, mais quand l'ONU intervient, si elle facilite,
on est bien d'accord que tout ce qui est demandé, la réforme de la CEI, réforme de la Cour constitutionnelle, discussion autour du mandat politique d'Alassane Ouattara, rien que faciliter ça, ça fait 2 semaines. D'accord. Donc, non, je reviens à vous. On a un téléspectateur en ligne, Monsieur Nguetia, qui nous appelle de Cocody. Monsieur Nguetia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'appeler et de participer à NCI 360. Quel est votre commentaire sur l'actualité que nous développons en ce moment? Mon commentaire, c'est que je suis en train de suivre un peu le débat. Oui. Mais... Quel est votre avis? Vous suivez le débat, quel est votre avis? Bon, mon commentaire, c'est que moi-même, là, j'y étais. D'accord. Et partout, il y avait des policiers. Partout dans le... Du lycée technique jusqu'au stade à pied. OK. Monsieur Nguetia, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez, continuez, poursuivez. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, c'était très difficile. Moi-même, je suis une autorité de la place, mais j'ai dû intervenir à plusieurs points au niveau des policiers pour départager ceux qui partaient au stade, les policiers. C'était très, très difficile. C'était une journée vraiment très pénible. Très bien. Maintenant, quand on dit qu'on ne voit rien, vous allez voir dans les jours qui suivent ce qui va advenir. Nous sommes dans un combat et les stratégies ne sont pas dévoilées sur la place publique. D'accord. Voilà. On vous a bien entendu, M. Nguetia. La prochaine fois, si vous vous appelez, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Merci infiniment. Arthur Banga. Juste réagir parce que je suis en même temps cadre du ministère de la Sécurité, donc je vais quand même préciser que la police est au service de la République. Et je pense qu'on devait féliciter la police pour avoir encadré de façon extraordinaire ce meeting. Est-ce que vous comprenez que les militants de l'opposition qui se sont rendus massivement hier au stade Félix Houphouët-Boigny voient justement en ce grand déploiement de la police une entrave à leur volonté d'exprimer leur libre opinion sur l'actualité du pays? Non, moi, je pense que les forces de l'ordre avaient fait un communiqué qui indiquait clairement les voies qui étaient autorisées pour accéder au stade Houphouët-Boigny et les voies qui n'étaient pas accédées. Le document a circulé sur les réseaux sociaux, la presse en a fait écho. Donc, certains qui n'ont pas eu l'information sont allés dans un endroit qui était complètement barricadé où les personnes ne pouvaient pas passer. Et donc, ça donne l'impression qu'il y avait une volonté manifeste d'empêcher les militants de l'opposition d'accéder au stade Houphouët-Boigny. C'est ça qui a dysfonctionné. Maintenant, au-delà de ça, vous savez qu'il y a beaucoup de récriminations. On dit que la police a bloqué près de 400 cas aux entrées de la ville, des cas ont été incendiés, mais jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, on n'a aucune preuve matérielle, une image qui permet d'affirmer cette chose. Mais ce que je veux dire par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que as-tu semble dire qu'il n'y a aucune différence entre les discours qui ont été prononcés par les opposants hier au stade Houphouët-Boigny. Je pense que peut-être qu'il faut qu'on aille un peu au-delà. Je veux dire que quand M. Bédi appelle l'ONU à venir intervenir pour réformer la CEI, on sait tous que dans le cadre actuel, là, il est totalement impossible à l'ONU de venir en Côte d'Ivoire pour venir réformer quoi que ce soit. Quand M. Afingissa appelle à une transition de 12 mois pour que les Ivoiriens se mettent ensemble pour discuter et qu'au bout des 12 mois, on aille aux élections, je me dis, une transition, actuellement dans ce pays-là encore, avec ce qu'on a vu pendant... Il y a eu une transition ici de 10 ans, hein, de 2003, de 2002 à 2010, on était dans une transition. Très bien. Où des gens ont été au gouvernement, ont passé leur temps à travailler pour eux-mêmes, pour les partis politiques, et à ne pas s'occuper des problèmes des Ivoiriens. Une transition encore, ça veut dire on revient encore, on prend les mêmes, là, qui sont mécontents, on les envoie au gouvernement, ils sont ministres, et pendant 12 mois, les problèmes des Ivoiriens, personne n'en parle, et c'est eux qui s'empiffrent tous les jours. Très bien. Monsieur Aziz Koulibaly nous appelle de Londres. Monsieur Aziz Koulibaly, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, et merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Quel est votre commentaire, votre réaction? Alors, j'ai quelques observations et quelques questions. Dites-nous. Alors, je me demande quel était l'objectif de cette manifestation, parce que, en tant que moi, je suis un sympathisant du RHDP, mais j'ai suivi la manifestation. Je me suis demandé quel était l'objectif. Et à la fin de cette manifestation, quel message est-ce que les opposants sympathisants doivent en tirer? Ensuite, on nous parle on s'attendait à une déferlante, à un tsunami.
Mais au fond, nous avons vu qu'il n'y a pas eu l'affluence qui a été escomptée. Et nous entendons qu'il y a eu des violences ou des restrictions de la part de la police ou des forces de l'ordre. Mais jusqu'à présent, je pense que la jeunesse ivoirienne et tout le monde aujourd'hui a un smartphone en Côte d'Ivoire. Mais nous ne voyons aucune image. Nous voyons une image où on parle d'un car qui a été arrêté. Mais est-ce que c'est ce car-là, avec peut-être 50 ou 60 personnes à l'intérieur, qui allait remplir ce stade-là? Nous nous demandons, est-ce que quand on nous parle de police qui a bloqué certains arrondissements ou certaines voies, est-ce que ce n'est pas le plan de circulation qui a été divulgué la veille à tout le monde que nous avons vu? Et est-ce que ce n'est pas ce qui se passe dans toutes les manifestations, même du RHDP? Et je me dis, moi, mon observation personnelle et la manière dont je vois la chose est que l'opposition est incohérente. Et je reviens sur les propos de l'un de vos intervenants. L'opposition est incohérente. Nous regardons les réseaux sociaux. Je vous ai dit que je suis à Londres, donc je regarde tout ce qui se passe. Mais sur les réseaux sociaux, mais c'est la guerre. C'est la guerre entre les membres du RHD, du FPI Dior contre FPI Afinguessan, Soroïs contre Blé Goudé il y a quelques jours, partisans de Simone Gbagbo contre partisans de Nadi Bamba. Mais comment Très bien, on vous a bien entendu, M. Coulibaly. Une manifestation qui sera bien en place. On vous a bien entendu. En tout cas, merci beaucoup de nous appeler depuis Londres pour intervenir dans NCI 360. Je vais parler pour la police. Oui, pour la police, rapidement, Arthur Banga, oui. En fait, avant toute manifestation, la police organise ce qu'on appelle des plans d'accès en fonction justement du nombre de gens qui seront proposés, qui sont attendus et en fonction de certaines réalités, de ce qu'on peut avoir comme information. Et je pense que ce travail a été fait. Un plan de circulation a été donné. Maintenant, en tant que chercheur, il faut bien comprendre des choses. J'enlève un peu ma casquette de cadre pour porter celle de chercheur. Il y a naturellement, quand des gens de l'opposition sur nos cieux participent à une manifestation, ils n'ont pas le même regard sur le policier ou sur le militaire, sur la force de l'État. Voilà, ça c'est dans nos gènes, hein. C'est normal. Voilà. Donc, on suspecte tout le monde. Qu'un manifestant de l'opposition, en voyant des policiers, des gendarmes, ait peur, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que justement à la police, au ministère de la Sécurité, on travaille à renforcer la confiance entre la population et nous-mêmes. Voilà, c'est normal quand on se met dans sa peau, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave parce qu'on a travaillé techniquement, je pense, sur la préparation de ce meeting. Mettez Sandou. On peut faire... Non, moi je crois qu'il est clair là. Hein. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat. On ne peut faire aucun procès à la police, d'autant plus qu'il n'y a eu aucun incident. Mais pour mémoire, quand même, il y a eu dans ce pays des moments, notamment, vraiment, je parle des grandes manifestations de l'opposition en 2004, où les forces républicaines, la force de coercition de l'État, notamment la police, a étouffé une manifestation vraiment dans l'œuf. C'est-à-dire vraiment en agressant très clairement, en violant vraiment les libertés des populations. Mais je crois que, bon, pour ce qui s'est passé hier, on n'est résolument pas dans ce cas-là. On a eu un encadrement normal de la manifestation. Il n'y a pas eu d'incident entre manifestants et policiers. Voilà. Mais pour revenir quand même à la mobilisation de l'opposition hier, hein, je voudrais dire à l'attention d'Arthur, il est clair aujourd'hui, il faut consacrer véritablement que ça a été un échec. Cette manifestation hier, elle aurait dû, on aurait dû en sortir avec des mots d'ordre clairs. Mais est-ce qu'elle se limite aux mots d'ordre? C'est-à-dire qu'il aurait fallu vraiment que la mobilisation d'hier fasse ressortir, par exemple, un moment de crispation sur l'avenir du processus électoral entre le 10 octobre hier et le 31 Alors, octobre. l'intervenant tout à l'heure qui a appelé disait qu'il y a une série d'actions qui seront mises en œuvre. Non, mais justement, il faudra attendre de voir. Il n'y a pas eu de mot d'ordre clair. On ne sait pas très clairement vraiment ce que l'opposition met dans le contenu de la désobéissance civile. On ne sait pas si la question de la transition politique proposée par Afinguessan a été arrêtée. Personne ne peut dire, y compris sur ce plateau, si le catalogue de revendications et de propositions formulées, y compris par le président Bédié, a eu l'assentiment de l'ensemble des acteurs politiques qui étaient au stade. Bien entendu, on sort vraiment du stade, il faut vraiment le concéder avec une vaste confusion. Innocent Nielbin. Oui, il y a de la confusion. Oui, moi, je me pose vraiment assez de questions, parce que vous remarquerez que l'opposition, avant la tenue de ce meeting dernier, disait que c'était le début de la fin du régime Ouattara. Exact. Donc, on était en droit de s'attendre, effectivement, à un mot d'ordre précis et clair qui allait être lancé.
Mais je crois qu'aussi, il ne faut pas aussi véritablement vouloir l'opposition. Parce qu'on prend des mots d'ordre, on décide d'un somme d'actions en fonction de la détermination réelle, n'est-ce pas, de ces militants. C'est cela. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les militants ne sont pas suffisamment motivés. Objectivement, avant même l'intervention de celui qui devrait donner le mot d'ordre, que le secrétaire exécutif du PDCI dise, micro ouvert, au modérateur que les gens s'en vont à la maison. Les gens s'en vont à la maison, le dernier intervenant doit intervenir. Cela montre totalement combien de fois est-ce que les militants ne sont pas foncièrement déterminés à cette action-là. Et cela se comprend. Notre opposition, elle est un peu équivoque. Son action n'est pas cohérente. Ouais, parmi cette opposition, il y a des gens, il n'y a même pas 3 mois de cela, je crois 5 mois de cela, qui étaient avec le pouvoir. Donc c'est difficile à comprendre. Très bien. On vous a bien compris. Serge Amissa, ça fait un moment que vous n'êtes pas intervenu. Alors, la question qu'on a envie de se poser finalement, est-ce que vous avez l'impression que le président Bédié, le président Afin Guessan finiront par aller à cette élection au 31 octobre ? Écoutez, c'est difficile pour nous de le dire, de parler à leur place. Mais je pense qu'ils ont clairement affirmé que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, j'imagine très mal un scénario où, si les conditions demeurent, où on les voit à ces élections. D'ailleurs, au cours des rencontres qu'il y a pu avoir, que ce soit avec M. Im Chambas ou même la dernière délégation, ils ont clairement, parce que là je veux un peu répondre à Meïté, ils ont clairement affiché les objectifs, en fait, ce qu'ils souhaitent obtenir. Donc, que ce ne soit pas dit de façon claire et uniforme la au communauté meeting. internationale leur a répondu aussi. Oui, peut-être, mais en tout cas, leur objectif est clairement exprimé. Donc, il y a quand même une unité, en tout cas sur cette plateforme, pour les objectifs. Clairement, donc, je pense qu'il ne faut pas... objectifs. Voilà, il ne faut pas... Non, il ne faut pas... Le problème, c'est l'unité d'action. S'il vous plaît, laissez monsieur... Je pense qu'il ne faut pas partir du meeting pour conclure. Je pense que c'est trop actif. Antonin Saleh Timoko. Oui, moi, je voulais juste faire une remarque, c'est que je déplore le fait qu'il n'y ait pas sur le plateau, il n'y ait pas quelqu'un qui puisse parler véritablement au nom du PDCI. Alors, sur la question, Jean Bléguirao Débadé, secrétaire général de l'UDPCI, était notre invité. C'est ce matin qu'il a décliné l'offre. Docteur François Conan du Nouveau Réveil a attendu jusque-là. Son siège l'attend pour participer à cette émission. Voilà, justement. Donc, c'est dire que nous avons invité toutes les tendances. On a l'impression que nous sommes en train de faire le procès de ceux qui ont fait leur meeting hier, alors que leurs propres éléments auraient pu être là pour répondre, pour apporter la réplique. Alors, ce que je voulais dire, et moi je vais toujours dans cette direction-là, c'est qu'il y a un décrochage. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, dire tout ce qu'ils veulent, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont décroché. C'est-à-dire qu'ils sont plus prêts à suivre les mêmes acteurs dans les mêmes positionnements pour aller à l'affrontement. Aujourd'hui, il n'y a que quelques jeunes qui sont peut-être encore un peu zélés dans tous les camps, que ce soit au RHDP, au PDCI, au FPI, qui suivent encore le mouvement. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui aujourd'hui, sur le terrain, disent honnêtement que cette classe politique-là, elle nous fatigue. Elle ne propose rien qui permette de vivre mieux. Elle ne fait que se battre pour ses propres intérêts. Les mêmes acteurs changent de camp et conduisent les Ivoiriens à la mort. Et donc, il faut qu'eux-mêmes comprennent que, même on dit, il y a la CEDI qui arrive, ils vont appeler prochainement, ils vont donner les mots d'ordre clairs pour la désobéissance civile. Il reste persuadé qu'il n'y aura pas grand monde qui va aller pour affronter qui que ce soit, pour mourir pour des acteurs qui, il y a 2 mois, étaient au gouvernement avec ce régime-là, et qui, parce qu'ils n'ont pas été adoubés pour occuper le poste présidentiel, deviennent subitement des opposants et appellent les Ivoiriens à aller affronter le pouvoir égalien. Ce discours-là ne tient plus. Serge Amissa, justement, pour aller dans le sens de M. Saleh Timoko... Tout à fait, je veux rebondir. Non, je viens, je vous donne la parole tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Pour aller dans le sens de M. Saleh Timoko, vous militez pour le renouvellement du personnel politique ivoirien. Comment vous y arriverez ? Alors, c'est vraiment intéressant ce qu'il dit, parce que comment est-ce que les 1000 volontaires... Ces 1000 volontaires, il y a 4 mois, on n'existait pas. 4 mois, on n'existait pas. On est venu du constat... Enfin, ce qu'on partage, c'est un constat et un idéal. Donc, le constat, c'est exactement ce qu'il expliquait. C'est que pendant 30 ans, les mêmes acteurs nous ont servi le même film, le même scénario, avec des rôles différents. Quel est le film que vous allez servir, vous, aux Ivoiriens ? Mais c'est le film que les Ivoiriens attendent. C'est le développement. C'est le développement. Qu'on s'occupe de leurs problèmes, qu'on s'occupe des problèmes d'éducation. Non, mais écoutez, ça fait 30 ans qu'on entend ces paroles. Et là, vous pouvez vérifier.
depuis que ce débat a commencé sur la campagne, à aucun moment, aucun des protagonistes n'est venu dire qu'il est candidat parce qu'il souhaite faire ceci, faire cela, faire ceci. On a eu quelques l'essentiel. La convention, l'investiture de Bédié, il a donné son. Oui, mais écoutez. Kakabe a fait la même chose, il a donné son candidat. Alors très bien, je suis obligé de vous interrompre. Arthur Banga, Serge Amissa, on a M. Nguessan qui nous appelle de Songon, qui justement ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de représentant de l'opposition sur le plateau. Monsieur Nguessan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Alors, je l'indiquais tout à l'heure à nos téléspectateurs et nos internautes, nous avions invité 2 personnes de l'opposition qui, pour l'une, a décliné l'offre ce matin, pour l'autre, n'est pas arrivée, qui était attendue sur ce plateau. Quelle est votre réaction, dites-nous? Bon, vraiment, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas toujours rester dans les mêmes choses parce que, bon, après 10 ans, on constate que c'est les mêmes choses, c'est les mêmes acteurs. Moi, je suis clair, je suis apolitique. Voilà, je suis apolitique, mais il faudrait qu'on soit clair sur les choses. Bon, l'opposition a fait un meeting, mais sur les réseaux sociaux, nous avons vu beaucoup de choses concernant l'armée. Parce que l'armée a arrêté beaucoup de personnes, même y compris le président Henri Konan Bédié. Arrêté? Vous dites l'armée a arrêté des personnes? Bon, en fait, l'armée a arrêté les personnes qui voulaient juste partir au stade. Bon, en fait, on a vu beaucoup de choses sur les réseaux. Non, d'autres demandaient juste les cas d'affaires, d'autres demandaient... Bon, en tout cas, il y avait beaucoup de choses autour. Donc, vraiment, ça... Moi, parce que nous sommes dans un pays où on ne doit plus revivre ce qu'on a vu auparavant. Voilà pourquoi je voulais intervenir. D'accord. Alors, M. Arthur Banga vous apporte la réponse. Non, clairement, je répète, je le dis. Là, il n'y a personne qui a été arrêté parce qu'il partait au meeting. Je répète, je le dis, avant chaque meeting, avant chaque manifestation, quand la police reçoit à peu près, estime combien de personnes seront à la manifestation, comment entrer, comment sécuriser, l'enjeu aussi politique, la tension qu'on peut avoir, tout ça nous emmène techniquement à prendre des décisions. Des plans de circulation, des barrages pour filtrer les accès, et même les partis politiques qui organisent ces manifestations ont eux-mêmes des services d'ordre. Je pense que tout le monde a été encore contrôlé à l'entrée du stade par les services d'ordre de ses propres partis politiques. Je le dis en tant que chercheur, je comprends qu'un manifestant de l'opposition, en voyant la force régalienne, à partir du moment où il associe cette force régalienne pas à la République mais au régime, qu'il ait de la suspicion, mais de là mener à porter des accusations assez graves, non. Je pense que la police a démontré hier qu'elle était républicaine. Je pense qu'on devait plutôt la féliciter parce que tout a commencé et terminé dans l'ordre sans qu'on ait une grande bavure. Je crois qu'il faut féliciter le ministre de la Sécurité et le directeur général de la police nationale pour le travail qui a été fait. Alors, intéressons-nous maintenant au verdict de la mission conjointe CEDEAO, ONU et Union africaine, qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 4 au 7 octobre. Quel bilan de cette mission après 4 jours de rencontres avec le chef de l'État, les partis politiques et les institutions en charge de l'organisation du scrutin présidentiel? Vos avis, chers invités, après ce sujet de Salif Yalekwe. Des émissaires de 3 organisations internationales, à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies, étaient à Abidjan depuis dimanche dernier dans le cadre d'une diplomatie préventive en prélude à la prochaine présidentielle d'octobre 2020, objet de toutes les attentions. Au terme de cette mission où les différents acteurs de la scène politique ivoirienne ont été rencontrés, la mission en appelle à plus de dialogue. La mission conjointe s'est félicitée de l'engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d'Ivoire. Elle s'est également félicitée des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés par tous. La mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. Elle a condamné fermement les actes de violence et les discours de haine au relent communautaire qui se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique
et qui sont susceptibles d'impacter négativement les progrès réalisés jusqu'à ce jour dans le pays. La mission conjointe a encouragé la Commission électorale indépendante à poursuivre les rencontres envisagées avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens. La mission conjointe a invité l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'une élection crédible, transparente, inclusive, respectueuse des droits de l'homme et qui tient compte aussi des mesures barrières pour contenir la propagation de la pandémie à la COVID-19. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 31 octobre prochain. Une partie de l'opposition ivoirienne réclame des réformes des institutions impliquées dans ce processus électoral. Voilà, c'était une mission qui était très attendue dans les résolutions, dans les conclusions des travaux étaient très attendues, notamment par l'opposition ivoirienne. Quel a été votre sentiment suite au verdict prononcé par cette mission? Innocent Nielbin. Écoutez, l'enjeu de cette mission pour l'opposition était que l'élection présidentielle du 31 octobre soit reportée. Le pouvoir, c'était donc la tenue de l'élection du 31 octobre. Ce qu'on note, c'est que la mission demande que des discussions, des échanges continuent entre les différents candidats, n'est-ce pas, pour cette élection du 31 octobre-là. Et elle prévoit donc amener des observateurs pour la tenue de l'élection présidentielle. Nous notons simplement que la mission s'inscrit dans la tenue de l'élection présidentielle pour le 31 octobre. C'est là où je m'étonne souvent des positions un peu contradictoires de certains acteurs politiques ivoiriens qui consistent effectivement à vouloir une chose et son contraire, à vouloir que la communauté internationale ne s'ingère pas donc, dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, mais en même temps, à un moment donné, à vouloir qu'elle puisse s'ingérer. La communauté internationale ne regarde que la réalité donc, qui se passe dans votre pays, ce n'est pas autre chose que cela. Donc le rapport de force intérieure est regardé par cette communauté internationale qui prend effectivement les décisions. La vérité, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire adhère, n'est-ce pas, au processus électoral qui est en cours, donc n'est-ce pas, cette élection? Vous n'en savez rien. Je vais dire à M. Nielbin que la remarque de ceux qui veulent... La remarque, elle est justement inversée. Hein. Il y a des années, ceux qui parlent de souveraineté aujourd'hui parlaient de communauté internationale. Donc qu'ils fassent moins le... Non, M. Nielbin, vous avez parlé, on reviendra à vous. Pendant qu'il parle, non, vous n'allez pas l'interrompre, s'il vous plaît. Je vous ai bien compris, il n'y a pas de problème. Là, il fait M. Nielbin, c'est moi qui distribue la parole. Laissez M. Arthur Banga aller. Je rappelle que je suis historien des relations internationales, donc difficile. Monsieur Nielbin, laissez-le terminer. Arthur Banga, allez-y. Ce que je veux dire de façon plus sérieuse, c'est que la communauté internationale agit dans un cadre légal. Donc, à partir du moment où les institutions sont en place, qu'il n'y a pas de guerre, elle peut difficilement aller au-delà d'un rôle de facilitateur. Même quand il y a les crises, l'ONU fait du maintien de la paix. Et pour faire le maintien de la paix, elle va vous demander aux gens qui sont en conflit d'accepter d'abord la participation de l'ONU. C'est seule une organisation sous-régionale qui peut venir imposer la force comme les Comores le faisaient. Et sans mandat onusien. En 2010, on était en crise et on a appelé l'ONU à venir dans la crise. On a accepté tout ce qu'elle soit là. Là, même si les désidératons ont changé de camp, c'est qu'une partie de ceux qui veulent la communauté internationale n'en veulent plus aujourd'hui, et une partie de ceux qui ne la voulaient pas la veulent aujourd'hui, on est dans un cadre légal. C'est-à-dire qu'il y a un président de la République, on suppose que les choses vont normalement, donc tout ce que l'ONU, la CEDEAO, toutes ces missions que vous allez voir, ne peut faire que de la pression ou de la facilitation. Et la pression, ils la mettent, ils disent oui, mais les mots inclusifs reviennent, les mots transparence reviennent, les mots vigilance reviennent, c'est-à-dire quelque part il y a de la pression, mais on ne peut pas aller au-delà. On aurait pu dire aussi que c'est parfait. Hein. Souvent, ils terminent leur mission sans dire mot de tout ça. Donc, s'ils le disent, c'est que quelque part, il y a de la pression, il y a des inquiétudes. Au point 14, ils ont affirmé leur pleine satisfaction pour la collaboration. C'est plutôt ça qui est diplomatique. Très bien. Parce qu'on est plein satisfait, on ne va pas encore appeler à la vigilance. Très bien. Alors, si je suis satisfait, je vais terminer dessus. En 30 secondes, si je suis satisfait, je ne suis pas vigilant. Je pars. Donc, la satisfaction, c'est ça qui est diplomatique. Sur la vigilance, c'est ça qui est la vérité. Mais c'est un thème de pression parce qu'il y a un cadre légal qui existe, on ne peut pas aller au-delà, d'où
l'appel du président Henri Konan Bédié est un appel dont le succès, pour l'instant, me laisse perplexe. D'accord, très bien. Serge Amissa, Antoine Assalé Tiemoko, je vous donne la parole. Ce sera juste après la pub. Avant la pub, chers messieurs, nous parlions du verdict de la mission conjointe CEDEAO ONU-Union africaine qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 4 au 7 octobre dernier. Quel est votre avis sur le verdict de cette mission conjointe ? Allez-y. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. Je pense que c'est le contraire qui aurait été surprenant. Déjà, il faut remarquer une chose. Le simple fait que cette mission soit venue, c'est bien parce qu'on ne se trouve pas dans un cadre normal. Mais Arthur Banga l'a souligné. Le cadre légal qui est offert aujourd'hui ne permet pas d'obtenir autre chose que ce qu'on a obtenu. Ce ne serait pas possible. Nous avons participé à des négociations donc avec, pas cette mission, mais la précédente. Et clairement, on comprend que les leviers dont disposent ces organisations internationales pour intervenir ne peuvent s'appliquer dans le cas d'espèces aujourd'hui. Et c'est ce qui est triste. Parce que ce qu'on vous fait comprendre en griffe, c'est qu'il faut on soit dans une situation exceptionnelle pour qu'enfin ils puissent s'inviter. Mais situation exceptionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des morts. C'est de ça qu'on parle. Donc à la limite, c'est comme si on dit, écoutez, on voit tous venir, tous le véhicule foncer droit dans le mur, mais on va attendre d'abord qu'il y ait le crash, qu'il y ait des morts, et puis ensuite on viendra. Donc voilà ce qu'on trouve, nous, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable, mais malheureusement, ils nous expliquaient que on ne pourrait pas obtenir autre chose. Antoine Assalé Tiemoko. Écoutez, nous sommes aujourd'hui le 11 octobre. Dans 20 jours, c'est la présidentielle. Comme Mété l'a dit, ils ont fait ce qu'on appelle le minimum syndical. C'est le service minimum. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. Ils viennent pour rencontrer les acteurs, pour écouter les uns les autres. À la fin, ils font un communiqué et puis ils s'en vont. Ils ne peuvent pas mettre la pression sur... Non, le cadre ne permet pas ça. Wow. Vous voyez qu'en 2010, en 2010, on avait l'ONU ici, il y a les acteurs, y compris par un courrier du président Gbagbo Laurent, avait demandé officiellement à l'ONU de venir s'occuper des élections. Donc, le cadre était établi. Mais là, nous avons un pays qui fonctionne, qui n'est pas divisé. Les conflits politiques à la veille des élections présidentielles, c'est dans tous les pays au monde. Et donc, ils ne peuvent faire que ce qu'on appelle la diplomatie préventive. Ils arrivent, ils rencontrent les acteurs, ils appellent quelques réglages, et puis ça s'arrête là. Ils disent qu'ils vont envoyer des observateurs. Ça veut dire qu'ils ont acté le fait que l'élection se tiendra le 31. Maintenant, l'opposition dit que l'élection ne se tiendra pas. Peut-être l'enjeu, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met dans l'élection ne se tiendra pas? On a encore 20 jours devant nous pour voir comment ça va se dérouler, pour voir comment l'opposition va bloquer l'élection. On peut arriver à cela, à un blocage total du processus? Non. Moi, je crois que, de toute façon, le constat qu'il faut faire, d'abord un constat et une analyse. Le constat qu'il faut faire, c'est que la communauté internationale, très clairement, fait le constat que la Côte d'Ivoire n'est pas en faillite. Il n'y a pas de faillite institutionnelle, il n'y a pas de bévue et tout ça sur le processus électoral. Toutes les étapes du processus électoral, parce que j'ai regardé un peu dans le communiqué final du coordonnateur de la mission conjointe, il est très clair. Il a été fait rappel de toutes les étapes pour quasiment auditer et tout ça, l'évolution du processus. Donc, le président de la CEI a eu droit, s'est vu imposer une audition par l'ensemble des acteurs internationaux. Il a été entendu sur chacune des étapes du processus électoral. Et donc, je crois que c'est à l'issue de tout cela qu'ils sont arrivés vraiment à cette conclusion. Et pour moi, vraiment, ce communiqué, il faut le concéder, c'est un peu un double désaveu. D'abord, un désaveu pour l'opposition. Pour qui? Un désaveu pour l'opposition qui a passé des mois à axer sa stratégie, donc à faire l'apologie vraiment d'un certain catastrophisme et tout, vers lequel la Côte d'Ivoire court. On a appelé au feu, on a appelé à la mort, on a appelé au sang pour attirer l'attention de la communauté internationale. Donc la communauté internationale elle est venue, elle a vu. Et Ali, tu me permettras vraiment de le signaler. Moi, j'ai eu l'honneur de discuter avec quelques-uns des acteurs, non seulement de cette mission, mais également de la mission des Européens. Parce qu'il y a eu également une mission conduite et coordonnée par l'ambassadeur de la délégation européenne en Côte d'Ivoire. Mais bien entendu, les acteurs internationaux ne comprennent pas la position de l'opposition. Ne comprennent pas pourquoi l'opposition n'a pas occupé très clairement vraiment sa place à la commission électorale indépendante. Non seulement le PDCI, mais l'AFD qui s'est totalement retiré.
ne comprennent pas très clairement pourquoi l'opposition ne s'est pas engagée dans une stratégie unitaire, ne serait-ce que pour soutenir très clairement un candidat. Par exemple, le président Bédié, ne comprennent pas la longue liste des revendications de l'opposition, une longue liste qui vraiment donne l'impression à certains d'entre eux qu'il y a des manœuvres dilatoires pour ne pas rentrer dans le processus électoral. Donc, je finis sur ça. Et le commentaire vraiment que je vais en faire. Le deuxième des aveux, c'est vrai, vous voyez Arthur et tout ça bondir, il va se sentir concerné par ce que je vais dire tout à l'heure. C'est un désaveu pour une certaine vraiment opinion. Il y a quelques intellectuels, y compris tout ça vraiment Arthur Banga et d'autres docteurs, même sur ce plateau, qui de longs mois durant ont pondu des tribunes, pris des positions pour dire que la Côte d'Ivoire était en train d'aller encore droit dans le mur et qu'il y avait une réédition vraiment du cataclysme de 2010. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que cette mission est très clairement qu'il y a de l'expérience en train de nous prouver que non. Je finis sur un point. Je finis sur un point. Le commentaire que je veux faire, c'est vraiment, malheureusement, le constat, encore un constat d'échec. Un peu ce qu'Assali Timoko disait tout à l'heure sur non seulement une faillite de l'opposition, mais une faillite de l'ensemble de la classe politique. Mais voilà une classe politique sur un processus comme celui-là, qui n'est pas si confligène que ça, parce qu'il n'y a pas d'opposition véritable. C'est-à-dire, ni sur le recensement électoral, ni sur la liste électorale, ni sur le processus électoral qui va mener aux élections, est totalement incapable de s'asseoir pour parler. Un dialogue politique a été engagé depuis 2 ans et l'opposition n'a pas été capable, en interne, de se parler suffisamment pour décanter tout ça vraiment. Très bien. Alors, artificielle. D'accord, nous avons M. Alain Kofi Jean-Paul qui nous appelle de Divo. Monsieur Kofi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Darasba. Merci de nous appeler depuis Divo. Quel est votre commentaire, quel est votre avis? Bon, mon avis il est simple. Dites-nous. En somme, concernant la mission de la CEDEAO, ONU-UA, oui. Tout ce que les gens demandent, c'est d'aller à des élections transparentes et inclusives. Oui. Et à ces élections, toute l'opposition demande effectivement qu'on passe à des élections inclusives. Donc moi, je pense que au lieu de laisser dire nous sommes majoritaires par-ci, nous sommes majoritaires par-là, qu'on rende cette élection transparente effectivement. Pour vous, l'élection n'est pas transparente? Bon, en fait, en réformant la CEI et le Conseil constitutionnel, comme ça, nous allons laisser, c'est-à-dire les acteurs politiques laisseront les Ivoiriens aller aux urnes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas aller au meeting pour s'exprimer, mais c'est dans les urnes. Mais si déjà on va aux urnes, en espérant ne pas avoir ces voix s'exprimer, je pense que c'est déjà mal vu. Donc moi, je pense qu'on réforme la CEI et le Conseil constitutionnel et qu'on laisse les Ivoiriens s'exprimer. Aux urnes, on verra effectivement qui pourra être vraiment élu. Moi, c'est à cela que je voulais expliquer. Très bien, M. Alain Kofi Jean-Paul. Merci de nous avoir appelés depuis Divo. Arthur Banga. Je n'ai jamais fait de tribune pessimiste sur la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays, j'ai confiance en lui. Est-ce qu'il s'adressait à vous? Non, je parle de façon générale. Mais c'est une parenthèse. Là d'intellectuel, bien entendu, Arthur a pris des positions. Oui, allez-y, Arthur Banga. Ce que je vais dire, deux choses. Je vais dire 2 choses. Attention à ne pas trop blanchir. D'habitude, on noircit le tableau, mais attention à ne pas trop le blanchir non plus. Il y a 4 élections en fin d'année dans notre espace Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina, Niger. Burkina, Niger, on n'en parle pas. Presque pas. Voilà. Côte d'Ivoire, Guinée, on en parle. Parce que, clairement, on n'est pas dans un processus normal. Il y a quand même eu officiellement 15 morts. C'est d'ailleurs ces 15 morts qui ont précipité la venue de toutes ces missions et de tous les débats autour. Donc, c'est vrai que, techniquement, les choses se déroulent bien. Mais politiquement, il y a quand même des questions. Voilà. Ce que je dis, c'est que ceux qui espèrent, comme vous venez de le dire, malheureusement, dans un pays, et je suis en train de faire un papier sur la sécurité collective, c'est le gros problème de la sécurité collective. Tant qu'il n'y a pas de choc, voilà, il publie des tribunes. Tant qu'il n'y a pas de choc, on ne s'y intéresse. On ne peut rien faire, en fait, malheureusement, comme vous venez de le dire tout de suite. Et donc, ceux qui espèrent en Côte d'Ivoire, si on n'avait pas eu les 15 morts, je ne suis même pas sûr qu'ils seraient revenus. Voilà. On a eu 15 morts, ils sont venus, ça s'est calmé. Malheureusement, s'ils doivent revenir, il faut le pire, ce que personne ne souhaite. Et donc, je dis à ceux qui font des espoirs démesurés dans la communauté internationale, il faut plutôt se calmer. La mission de l'Union africaine ne pouvait rien faire d'autre que ce qu'elle a fait. Et ceux qui espéraient qu'elle fasse plus, non. Par contre, il y a quand même au-delà, il ne faut pas banaliser les problèmes des dissensions aussi. Il y a de grosses dissensions. Il y a des dissensions sur la liste électorale que l'opposition veut auditer.
un audit international, ça c'est un problème. Il y a des dissensions sur la composition même de la CEI que l'opposition trouve déséquilibrée. Après, j'ai été un peu étudiant revendicateur. Quand on fait des revendications, on essaie d'avoir la liste la plus longue possible pour pouvoir facilement concéder certaines choses. Mais il y a des problèmes fondamentaux qui nécessitaient des discussions qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas venir dire qu'une question sur l'audit international de la liste électorale et sur la composition de la CEI, c'est une question banale. Non, si, c'était une question précise. Non, c'est pas Ali Diarra-Souba, si vous permettez. Allez-y. Voilà. Alors non, c'est pas du tout ubuesque, parce que nous, par exemple, on a fait l'expérience du process. Donc, quand on s'est engagé, on savait tout ça, tout ce qu'on disait sur la CEI, sur tout le process. Mais on s'est dit, on ne va pas faire de procès d'intention. On va aller jusqu'au bout du process. Et pour voir si, pour une fois, nos institutions vont faire un jeu, vont jouer de façon crédible. Mais au final, qu'est-ce qu'on a eu? Une élimination sur des raisons fallacieuses, qui ne sont même pas capables jusqu'à présent de nous justifier. Non, je parle de qualification des candidats. Non, je parle de tout ça. Parce que la liste électorale, on a tous vu les... Quelles raisons fallacieuses? Écoutez, on nous a dit qu'on a déposé donc, le rendu, le délibéré du Conseil constitutionnel dit qu'on a déposé les parrainages pour 9 régions. Là, vous parlez de votre candidat, Serge Djibré. Tout à fait. Voilà. On ne parle pas de la liste électorale. Non. Sur la liste électorale, il y avait déjà des erreurs. Après, est-ce qu'elles sont matérielles ou pas? Ça, c'est notre débat. Mais ça méritait quand même qu'on puisse jeter un coup d'œil là-dessus. Voilà. Après, est-ce qu'elles sont matérielles ou pas? Monsieur Maïté, je suis obligé de vous demander de le laisser terminer. 900 000 Très bien. Monsieur Maïté, vous le laissez à l'au bout de son idée. Après, si vous voulez réagir, je vous donne la parole. Alors, ça, terminé, c'est monsieur Micha. Ensuite, sur le Conseil, la CEI et le Conseil constitutionnel, moi, à l'expérience, en tout cas, du process dans lequel on était impliqué, moi, je peux dire que voilà, ça n'a pas fonctionné comme ça l'aurait dû. Parce que entre les parrainages qui ont été déposés et finalement le délibéré du Conseil constitutionnel, on a 8 régions qui disparaissent sans que personne, comme la loi fait obligation, ne daigne nous écrire. Parce que vous allez regarder dans le délibéré, on a écrit à tout le monde, sauf à nous. Pourquoi? Antonin Saleh-Tiemoko. Je pense qu'il faut... Pardon, il y a quelque chose qu'il faut noter peut-être, que tout ça tourne autour d'une crise de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. On ne pourra jamais trouver un cadre pour une élection présidentielle en Côte d'Ivoire tant que les mêmes acteurs sont à des places différentes en train de revendiquer les mêmes choses. Pour se faire confiance et dire nous avons tous confiance dans le processus, on y va. Le PDCI, le FPI, tout l'ensemble de l'opposition qui s'est regroupé aujourd'hui pour faire les revendications ne trouvera aucune crédibilité dans le processus tant que M. Ouattara sera candidat. Il y a des questions de fond qu'il ne faut pas éluder. Alors, l'opposition doit dire une chose claire. Ou bien elle a les moyens d'obliger le régime à s'asseoir à la table et à faire ce qu'elle demande, ou bien elle n'a pas les moyens et elle arrête à amener le pays dans une situation qui est conflictuelle. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'on ne pourra pas trouver un modus operandi qui permette aux gens de dire nous voulons tous aller au plus parce qu'on a confiance maintenant. Ils ne seront jamais d'accord parce que depuis 30 ans, ils se doublent entre eux, entre guillemets, ils se changent les places et ils appellent les Ivoiriens au milieu à être les arbitres en versant leur sang. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Innocent Nielmer, rapidement, avant de passer au prochain sujet. Pourtant, moi, ce qui m'étonne un peu dans tout ça, c'est que cette même opposition dont on parle là, il y a de cela quelques années, pour la plupart des principaux leaders, je parle du président Bédié et du président Soro Guillaume, ils étaient tous donc associés à la mise en place de cette CIA. C'est triste. Encore que cette CIA qu'ils adoubaient en 2015, aujourd'hui a été améliorée. Voilà, par rapport à l'ancienne CIA de 2015. La même liste électorale était celle-là. Très bien. Alors, messieurs, on passe à un autre sujet. Le temps qui nous est imparti tire vers son terme. Le processus électoral, justement, vient de franchir une autre étape. La distribution des spécimens de bulletins de vote et les affiches de campagne aux différents candidats retenus pour le scrutin présidentiel. Si les représentants de Kwadjo Konan-Bertin Kakabe et Alassane Ouattara ont répondu présents à la CEI, ceux, par contre, de Pascal Afin-Guessan et Henri Konan-Bédié étaient aux abonnés absents. Le reportage de Thiemé Dandje et Harouna Zeba, et on en parle juste après. Encore un pas sur le chemin du scrutin présidentiel du 30 octobre 2020. Il s'agit cette fois de la remise aux représentants des candidats retenus conformément au code électoral des affiches et spécimens de bulletins de vote. Sur les 4 candidats en lice, 2 manquent à l'appel, mais ils pourront à tout moment les récupérer.
parmi lesquels figure le candidat Henri Konan Bédié. C'est pour cette raison ce matin, à l'occasion de la cérémonie de remise des affiches et des spécimens, un siège lui a été réservé, lequel siège pour l'heure est vide. Mais je me fais l'agréable devoir de déposer dans celui-ci le spécimen des bulletins conformément à la loi, afin qu'il puisse, à son tour, comme tous les autres candidats qui l'ont précédé, éduquer la masse quant à l'élection, quant à la matière de voter. Les présents, eux, reçoivent leur kit des mains des secrétaires permanents Adjoumani Pierre Kwame et Salimata Porqué. Bien avant, le président de l'institution électorale du pays situait le sens de cette activité inscrite dans l'agenda des opérations de la CEI. La loi nous impose de vous remettre 100 000 affiches pour montrer à la ville et au monde que c'est moi qui suis candidat, pour ne pas qu'il y ait dol. Le dol en droit, c'est de se tromper sur l'objet du contrat, parce que vous sollicitez une alliance entre le candidat et le peuple. Ibrahim Kuiber Koulibaly a par ailleurs rassuré les candidats de la volonté de la CEI d'aider leurs équipes pour permettre aux électeurs de bien voter. Nous allons vous inviter le 13, autant que vous êtes, pour vous apprendre comment on vote, qui est la procédure. Vous apprendre également comment la computation, la consolidation, le dépouillement des votes se fait dans un bureau de vote. C'est très important pour vous et pour nous, parce que quand les règles du jeu sont sues, les contestations, même si elles existent, elles devraient être fondées. Nous sommes très heureux. Je voudrais vous dire qu'au nom du candidat Kagame, je remercie la commission électorale indépendante, son président, pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé et surtout pour nous avoir permis comment le vote va se passer un peu partout. C'est une très bonne chose. Nous sommes confiants par rapport au travail que nous avons fait sur le terrain. Aujourd'hui, nous partons confiants. Tout cela nous rassure. C'est dit que la commission électorale a anticipé, a respecté les délais. Et nous sommes donc certains que cette élection aura bel et bien lieu. Outre les affiches et les spécimens de bulletins de vote, le président de la CEI a remis la liste électorale définitive sur clé USB aux équipes des candidats. Voilà, nous venons de voir ce sujet de la rédaction qui révèle que le processus vient de franchir une nouvelle étape. Les spécimens des affiches ont été remis aux candidats, enfin ceux qui ont répondu présent, Kwadjo Konan-Bertin, le représentant du président sortant Alassane Ouattara. Réaction, commentaire, mais avant, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs, à nos internautes que Dr François Konan, qui était attendu au début de l'émission, a fini par nous rejoindre. Bonsoir, Dr François Konan. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Je vais m'excuser parce que j'ai eu un souci, mon véhicule... voilà. Non, il n'y a pas de problème. Alors, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Chers invités, comment vous réagissez à ce sujet qu'on vient de voir? Peut-être qu'on va laisser la place à... Oui, bien sûr, François Konan. Alors, les candidats, cette semaine, la CEI a remis aux candidats les spécimens, les affiches et des bulletins de vote. D'accord. 2 candidats étaient absents. Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan. Votre commentaire, analyse? Mon commentaire, c'est que les gens font comme s'il n'y a aucun problème, le processus est normal et que, bon, on avance jusqu'au 31. Alors que l'opposition a posé un problème fondamental. La candidature anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara, le président sortant. 2, le problème de la CEI même, qui n'inspire plus de... Il n'y a pas de confiance en la CEI. On a posé le problème. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a réagi, a pris une décision, mais les gens n'en tiennent pas compte. Deuxième chose, les CEI locales, qui sont à 90% RADP, on n'en tient pas compte. Or, l'opposition a un problème fondamental, pose le problème. Pour vous, le processus électoral doit s'arrêter? Il faut s'asseoir pour reprendre les choses, pour un dialogue politique. Même si dialogue doit venir, la CEI continue son travail. Bon, enfin, moi je veux dire, mais attends,
vous savez très bien qu'il y a un souci. Vous savez très bien que des opposants ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'élection. Asseyons-nous et réfléchissons à cette problématique pour qu'on avance. Très bien. Mais on fait comme si, les choses sont Quand vous dites vous faites comme si, vous faites avance. allusion à qui? Quand vous dites vous faites comme si, quand vous dites vous faites comme si, vous faites allusion à qui? Au régime. Pas toi, mais je sais que le RADP fait comme si. Ah, vous parlez du RGP, très bien. Alors, nous avons M. Kouadio qui nous appelle de Cocody. M. Kouadio, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Diarasouba. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Alors, quel est votre avis sur le sujet dont on parle en ce moment? Bon. Concernant ce sujet, c'est tout à fait normal de distribuer tout ça maintenant. Mais le plus important, c'est aller même aux élections. Parce qu'il faudrait qu'on parte aux élections avec le cœur désarmé et puis surtout réconcilier. Bon, j'écoute les différents intervenants, surtout les journalistes d'abord. Bon, on a l'impression que certains s'opposent à tout ce qui est opposition. Pourquoi? Dès qu'on lance un sujet, voilà, j'écoute beaucoup. M. Assalé Timoko et puis M. Siendou. Je ne l'entends pas parler, de critiquer ce qui se passe au niveau du pouvoir actuel, concernant même les élections. Parce qu'on peut aller aux élections, ça c'est un fait. Mais si on va aux élections et puis un candidat a gagné, peut-être le président même sortant, mais après, dans le cœur des gens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que les activités fonctionnent? Je vous dis ça parce que moi, je suis un opérateur économique. Il y a une entreprise que j'ai créée moi-même sans l'aide de personnes. Mais aujourd'hui, tous les clients ont bloqué à cause des élections. Quand tu encaisses ce client pour un chantier qui est fini, il te dit non qu'il y a l'élection du 31, on ne sait pas comment ça va se passer. Vous pensez que si tout se passait bien, les gens allaient réagir comme ça? En plus de ça, je paye des gens. Et chez moi, j'étais obligé de donner de moitié de salaire. D'accord. Où voulez-vous en venir? Comment? Où voulez-vous en venir? Non, je vous dis, la solution actuellement, c'est de s'asseoir et discuter. C'est pour cela que je rejoins beaucoup les dits de Arthur Banga. Sincèrement, ce qu'il dit là, il faut qu'on écoute plus. Il n'est pas pour un côté, il n'est pas pour un autre côté, mais il est impartial et il dit des choses vraies. Très bien. Alors, vous avez tout de suite indexé Antoine Assalé Timoko et Meïté Sendou. Je vous laisse en ligne avec Antoine Assalé Timoko. On va lui répondre et qu'il faut comprendre qu'on n'est pas là pour défendre l'opposition, on n'est pas là pour défendre le régime, nous sommes là pour commenter l'actualité. Et donc, nous commentons en fonction des réalités que nous connaissons. Et donc, nous apprécions, on n'est pas là pour défendre qui que ce soit sur le plateau. Donc, il faut que monsieur accepte cette liberté que le journaliste a d'apprécier à sa valeur ce qu'il constate. Voilà. Non, il faut ajouter. Non, cher monsieur. Monsieur Kouadio, monsieur Meïté Sendou veut s'adresser à vous. Non, mais la démocratie que vous revendiquez commence d'abord par la nécessité d'écouter les autres. Ça, c'est une chose. Oui. Et puis la démocratie impose qu'on ait le droit de critiquer, y compris l'opposition. Voilà. Tout simplement. Tout le monde. Je ne vous interromps pas, mais. C'est le devoir de contradiction. Vous voyez, normalement, les journalistes devraient être devant pour critiquer ce qui est vraiment vrai, réel, et ce que la population sent. Normalement, vous devez défendre la population. C'est vrai, vous devez être à côté même des hommes, aux choses, loin des hommes. C'est ce que nous faisons. Et dire les difficultés de la population. D'accord. Votre émission, moi, j'aimerais vraiment que les jeunes de la société civile interviennent. Un étudiant, un instituteur. Très bien. Une émission dans ce sens est prévue, M. Kouadio. Voilà. On vous a bien entendu. Voilà, la population a besoin d'être rassurée. C'est parce que le temps n'est pas long. Sinon, il allait vous expliquer beaucoup de choses. Merci déjà de cet appel et merci de cette contribution. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, Arthur Banga. Ce que je veux dire, c'est que la CEI, j'ai l'habitude en chambrant un peu des potes en disant, j'aime être serein comme le juge Mamadou Kibé, président de la CEI. J'ai l'impression que c'est l'homme le plus serein du pays qui fait ce qu'il a à faire. La CEI, c'est un instrument technique. Ils ne vont pas s'arrêter de travailler pendant qu'on fait des discussions politiques. Si demain, les accords politiques et les négociations reprennent, qu'on demande à la CEI d'arrêter son travail, de le refaire, elle le refera. Mais pour l'instant, la CEI travaille pour le 31 octobre, ce qui est logique, ce qui est normal, et ce qu'elle doit continuer de faire, parce que c'est son travail. Elle n'a pas un instrument politique, c'est un instrument technique qui est chargé d'organiser les élections, de donner des spécimens. Ils ont donné des spécimens. Celui qui veut prendre, il les prend. Celui qui ne les prend pas, la CEI ne va pas s'arrêter parce que X ou Y demande de répondre aux élections. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'organiser les élections. Elle fait bien de continuer de l'organiser. Si demain, on a un accord politique, par exemple, qui demande de reporter l'élection, la CEI va se mettre à s'aligner. Mais aujourd'hui, elle travaille dans le cadre constitutionnel et dans le cadre de sa mission. Et sa mission lui impose de donner des spécimens. Elle le fait, c'est bien.
Voilà. Docteur François Konan. Oui, comme je n'ai pas beaucoup parlé, donc il faut que je dise quelque chose. Mais la CEI même, elle est contestée. Mais c'est pas le problème de Mamadou Kibert. Non. Lui, il ne va pas gérer s'il est contesté ou pas. Non, Arthur Banga, on laisse docteur François Konan aller au bout de ses idées. Voilà. La CEI est contestée. Ça, c'est un fait. Tout le monde sait que la CEI est contestée. Et il y a un grave problème de confiance en cette institution. Il faudrait, même le président même là ne fait pas. C'est vrai que c'est un monsieur qui parle bien, hein, il sait bien argumenter, mais les gens n'ont pas confiance en lui. Ils n'ont pas confiance en lui. Attends, j'arrive, je n'ai pas fini. Et en plus, la façon dont les gens ont choisi les membres de l'opposition qui vont faire partie. Doumbouya Major, il n'est pas de l'opposition. Doumbouya Major, il est à la CEI au nom de l'opposition. Il n'est pas Madame, comment ça s'appelle, celle qui a Daoukro. Alors, François Konan, on ne va pas refaire ce débat ici. Non, mais moi, je vous dis... s'il vous plaît, Innocent Nielben, Arthur Banga, s'il vous plaît, quand un invité parle, laissez-le terminer. Voilà. Vous terminez en 30 secondes, François Konan. Par rapport à la CEI, les gens posent un vrai problème. Et vous avancez, les gens avancent, disent bon, ce n'est pas une... D'accord, on vous a bien entendu. Une structure technique, c'est une structure politique. D'accord, très bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce que tu l'as dit, la CEI est une structure technique. Non, c'est politique. Non, laisse-moi. Alors, docteur François Konan, pour vous, c'est politique. Pour Antoine Assalé Timoco, c'est technique. C'est lui qui a la parole en ce moment. La CEI fonctionne sur la base de la loi. On leur a dit que l'élection se tient le 31 octobre 2020. Quelles sont les étapes à franchir pour arriver au 31 octobre? C'est le rôle de la CEI, ça. Si les acteurs politiques, avec le pouvoir en place, s'asseyent et trouvent un accord politique, la CEI revient à la base. Tant que ce n'est pas fait, ils iront aux élections le 31. Donc ça, on ne peut pas leur faire le procès de ce qu'ils fassent leur travail alors qu'il y a des... François Konan, quand vous parliez, j'ai demandé aux autres de se taire. Laissez-les terminer. Par exemple, il y a 3 semaines, il devait se tenir les élections dans les CEI locales. La CEI a déployé tout le matériel pour que les gens fassent l'élection. Le PDCI ne s'est pas présenté, le FPI ne s'est pas présenté, et quelques temps plus tard, ils ont retiré non seulement leurs représentants à la Commission centrale, mais ont retiré leurs représentants dans toutes les CEI locales. Ils ont boycotté l'élection. Ils ont tout boycotté. Est-ce que la CEI, elle va s'arrêter de fonctionner parce que les gens vont rejeter? Non, ils vont continuer. Si aujourd'hui les acteurs politiques s'asseyent, qu'il y a un accord politique entre eux, la CEI va reprendre tout le processus tel que les acteurs politiques, par rapport à leur accord, l'auront décidé. En dehors de ça, ils vont continuer le processus et aller au 31 aux élections. Très bien. Alors, M. Meïté nous appelle d'Abobo. M. Meïté, bonsoir. M. Meïté, toujours en ligne ou il est parti? Très bien. Le temps de revenir à M. Meïté. Meïté Sindou, un autre Meïté sur ce plateau. Moi, je voulais brièvement poser une question à mon ami, docteur. Mais pourquoi, si tant que ça, pas de confiance dans le processus électoral, pourquoi les acteurs politiques majeurs, le président Bédian en l'occurrence, a introduit sa candidature? Non, mais c'est normal. Devant la commission électorale. C'est normal. S'il vous plaît, on ne peut pas parler ensemble. Non, mais pose une question. Non, pas du tout. À la question. Tranquillement. Ne vous effarouchez pas. Répondez simplement à la question. Parce que j'aimerais bien comprendre de bonne foi. Alors là, vous avez la parole maintenant. C'est à moi vous poser la question. Oui. Mais allez demander au président Bédier pourquoi il l'a donné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils disent non. J'arrive. Non, monsieur Sindou, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Bédier n'a jamais... Je peux pas aller. Alors, enfin... Non, j'arrive. Terminé. Il n'a jamais refusé d'aller aux élections. Mais ils veulent une base saine. Ils veulent que les choses soient transparentes pour aller aux élections. Sinon, attends, à quoi bon faire acte de candidature? Non. Ils sont d'accord. Tous les candidats sont d'accord pour aller aux élections. Mais on ne peut pas aller à un match où tout est déjà bipé, c'est-à-dire c'est pipé, tout est déjà clair. On gagne. Alors, Innocent Nielben, désolé, je vous donne la parole tout de suite. Il y a une dame, la seule dame qui nous appelle, Madame Angèle Tokpa, qui nous appelle de Tia-Salé. Madame Angèle Tokpa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez, Madame Angèle Tokpa? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Quel est votre avis sur le sujet qu'on aborde en ce moment? Concernant les élections. Oui, bien sûr. Ok, bon, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est comme un pied. Le pied sur, comment on appelle ça? C'est une plaie sur un pied.
Voilà, nous avons pour habitude d'aller aux élections sans toutefois s'asseoir pour parler des choses les plus importantes. Voilà, on ne peut pas aller aux élections sans qu'on ne mette, comment on appelle ça, dans la tête pour parler des choses les plus importantes. Parce que là, c'est notre vie qui sont en danger. Pourquoi nos vies sont en danger? Mais monsieur, écoutez, un pays où d'autres disent qu'il n'y aura pas d'élections, d'autres disent qu'il y aura des élections. Mais nous, le peuple, on s'inquiète. On s'inquiète pourquoi? On ne sait pas comment ça va se terminer. Moi, ce que je souhaiterais est qu'on s'asseye et que le pouvoir appelle l'opposition pour mettre, comment on appelle ça, dans la terre pour discuter, pour aller sur de nouvelles bases. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Mais voilà. Aujourd'hui, là, l'opposition a fait des erreurs, le pouvoir aussi a fait des erreurs. Pourquoi ne pas appeler tous ceux qui sont en exil et puis rentrer au pays? Et puis, bon, essayer de discuter pour trouver un terrain d'entente, pour que tout se passe bien. C'est ce que nous, on veut. Parce que, imaginez, une mère qui voit son enfant couché dans le sang, vraiment, ça fait très mal. On espère que cela n'arrivera pas, Madame Angèle Tokpa. En tout cas, merci de nous avoir appelés de Tia Salé. Voyons la réalité en face, essayons de nous asseoir pour discuter. Très bien. On repasse sur de nouvelles bases. Très bien. Le plan ne finit pas tant qu'on ne la désinfecte pas. C'est entendu. Merci infiniment de nous avoir appelés depuis Tia Salé. Monsieur le maire de Tia Salé. Oui, bonsoir à Tia Salé. Oui, Innocent Nielbin. D'accord, moi je voudrais dire que cette CEI-là est le fruit d'un consensus qui dure depuis quasiment 2000 ans. Consensus? Oui, depuis 2010. Voilà, depuis 2010. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Oui, je le dis parce que on est tous contemporains de ce que, bien entendu, c'est depuis les différents accords qui ont eu lieu qu'une commission électorale a été mise en place. Et ce n'est qu'un processus qui se suit pour chercher à l'améliorer au fur et à mesure jusqu'à aboutir à cette commission qui est là. Voilà, moi je note simplement, je voudrais que les populations de Côte d'Ivoire ne se fassent pas peur. Nous sommes dans une période électorale, il est totalement normal que l'opposition fasse assez de bruit. Ça, c'est totalement normal. Mais ce que je voulais indiquer, c'est que ce n'est pas la CEI qui vote pour un candidat. Ce n'est pas la CEI qui vote pour un candidat, qui élit un candidat, qui fait élire un candidat. On a vu des élections en 2000 en Côte d'Ivoire où, mais écoutez, le général a dit qu'il a gagné. Mais finalement, celui qui a gagné finalement. On a vu les élections de 2010 où il y a eu une tentative de forcing qui a été contrariée par une volonté des peuples de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, à la vérité, celui qui fait gagner une élection, ce n'est pas tant la commission électorale indépendante. C'est la volonté souveraine des peuples qui fait gagner. S'il vous plaît. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour terminer cette émission. S'il vous plaît, on laisse M. Nielbin terminer en 30 secondes avant de passer au prochain sujet. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai, on peut rester un peu dans des discussions, mais je pense qu'il importe pour notre opposition, si elle estime qu'elle a la volonté, qu'elle a le peuple derrière elle, de se mettre en ordre de bataille pour les élections et de travailler pour être... voilà. Bon. Très bien. Alors, cette semaine également, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu dans le nord du pays avec au programme des visites familiales, l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment des axes routiers importants. La tournée dans le Grand Nord a démarré jeudi et a pris fin ce dimanche soir même. Au pas de charge, il s'est rendu dans la localité de Korogo, Sinématiali, Ferkessédougou, Kong, Odiéné et Gbéléban. Le compte-rendu de Salif Yalekwe. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale pour la prochaine présidentielle du 31 octobre 2020, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a initié jeudi une visite familiale dans plusieurs localités du nord ivoirien. C'est un retour au village, c'est une visite familiale, c'est une opportunité de venir saluer mes parents maternels, de les remercier pour toutes les bénédictions qui ont été faites, toutes les prières qui m'ont permis de gérer donc ce pays pendant 9 ans dans une paix relative et de leur dire que par la force des choses, je me retrouve être à nouveau candidat, ce que je n'avais pas souhaité, mais l'homme propose, Dieu dispose, je le suis et j'ai la détermination de conduire la Côte d'Ivoire, de la conduire, cette belle Côte d'Ivoire, à bon port. Alassane Ouattara
s'est recueilli sur la tombe de son ex-compagnon Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre, décédé en juillet dernier. Outre les rencontres avec les chefs traditionnels et religieux des régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Kabadougou, le président va procéder aux inaugurations du bitumage de la voirie de la ville de Sinématiali, de l'axe réhabilité Ferkessédougou-Kanawolo et du bitumage de l'axe Ferkessédougou-Nation-Kong. Alors, chers invités, c'est le dernier sujet de cette émission. Que vous inspire cette autre tournée du chef de l'État dans le septentrion ivoirien, Arthur Banga? Je pense que c'est le meilleur moment pour aller voir la famille. Quand on est dans sa place, c'est-à-dire, il a dit lui-même, une famille qu'il a soutenue pendant 9 ans au pouvoir. Et juste avant un nouveau challenge, je pense que c'est le meilleur moment d'avoir ces moments parce que la charge présidentielle ne permet pas toujours d'avoir ces instants. Et puis, petite ère de campagne, logique et normale, comme d'habitude. Inaugurer des axes, lancer des programmes sur l'avenir, comme pour se lancer en campagne, mais je pense que c'est nécessaire quand on a un certain tournant comme ça, d'aller voir la famille. Et surtout, moi j'ai bien aimé le retour chez le Premier ministre. On l'a senti très affecté avec le décès du Premier ministre. Et aujourd'hui, là, il est là, je pense. C'est un côté un peu affectif qui est intéressant pour voir que finalement, les hommes politiques ne sont pas toujours ceux qu'on dépeint, qu'ils ont un côté jardin, un côté amical, parental qu'on peut trouver aussi chez eux. Innocent Nielben? Oui, je me réjouis de cette visite. Le président de la République, en bon africain, sait qu'il est nécessaire de retourner en famille, et c'est ce qu'il a fait. Il retourne sur les terres natales, Kong, Odiéné. Il va voir donc sa famille, la famille de son fils à Korogo, cette bonne guerre. Mais en même temps, il faut dire que, comme à son habitude, le président de la République fait l'inauguration de ce qui est important pour nos populations. Et donc l'ensemble de ces routes, de ces bitumes qui ont été mises en place. Et là, je me réjouis. Et en même temps, c'est le lieu d'indiquer à nos populations que, contrairement à certaines langues, la route, on la mange. La route, on la mange. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de voir. On la mange parce que quand la route est là... Non, on peut dire que la route est importante quand vous dites oui, non, c'est une manière de parler. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est une manière de parler. Mais je veux dire que quand on met en place donc, une route, ça permet de transporter donc, les tomates, le riz et autres, ça rapproche les populations, n'est-ce pas? Ça crée le brassage entre les nationalités, ça crée et ça donne forme à notre nation. C'est un grand travail que le président de la République met en place. Au-delà du Nord, on a vu les routes entre Bleu-le-Quin et Toulouse-Pleu, la route allant à Divo, et plusieurs routes qui étaient nécessaires pour notre population qui vivent partout donc à l'intérieur du pays. En tout cas, c'est à saluer. Maïté Sandou? Non, je m'inscris totalement vraiment dans la même ligne. Je pense qu'avant des échéances aussi importantes que celles qui attendent la Côte d'Ivoire, Arthur le disait tout à l'heure, le chef de l'État est d'abord avant tout un homme, avant tout un fils, appartenant vraiment à un environnement familial. Et je crois que chacun de nous ici vraiment comprend parfaitement cela. Un Africain retourne toujours aux sources pour aller, comme on dit vraiment, prendre de la force dans les bénédictions. Mais la deuxième chose que je note, c'est effectivement à propos de la route. Moi, je suis particulièrement impressionné, parce que je l'apprends aussi, je ne savais même pas que ce chantier était en cours. Le bitumage notamment de l'axe Ferke-Kanaolo et de l'axe Ferke-Nation-Kong. Et je crois que c'est vraiment stratégiquement important pour désenclaver vraiment ce septentrion-là et ouvrir vraiment la Côte d'Ivoire sur les frontières, en tout cas vraiment. Docteur François Conan? Oui, moi je me demande pourquoi maintenant. Parce que si c'est ton village, c'est chez toi, les premières bénédictions devaient venir au premier moment de ton mandat, mais c'est après 9 ans, et que finalement tu trouves les moyens pour aller au nord. J'ai pas fini. S'il vous plaît, M. Nielben, je vais vous distribuer un carton rouge tout de suite. Terminé, M. François Conan. Voilà. Mais c'est bien qu'il soit parti, mais je dis pourquoi maintenant? Parce qu'il aurait dû faire ça depuis son accession à la c'est pas la première visite dans ces régions. Et je rappelle aussi, s'il a eu des réalisations assez importantes au nord, je rappelle aussi que Dembocré est aussi son village. Donc, les populations de Dembocré aussi attendent qu'il fasse toutes les routes de Dembocré en bitumage, etc. C'est tout le commentaire que je peux faire. C'est chez lui aussi. Il a toujours clamé qu'il vient de Dembocré. Mais pourtant, bon. Très bien. Voilà.
Serge Amissa? Alors oui, visite familiale, c'est important, mais dans ce cas, si c'est familial, pourquoi nous l'imposer? Pourquoi est-ce que ça devient un phénomène d'État? C'est familial, c'est familial. On va tous sur ce plateau rendre visite, donc on n'a pas besoin. Donc je pense qu'il faut être honnête. Ça a des relents électoralistes, il faut qu'il assume, il faut le dire. Et c'est triste, parce que moi je me rappelle, en 2010, c'est exactement ce qu'il décriait quand il parlait de son adversaire de l'époque, Laurent Gbagbo. Et on le voit faire exactement la même chose. Donc voilà, c'est juste regrettable. C'est peut-être habillé comme ça, mais en réalité, il est en campagne. Et sur la route, alors je voudrais dire sur la route, effectivement, la route, c'est important. Mais la route, c'est pas tout. Parce que vous savez, les colons, là, ils faisaient la route. Hein. Oui. Les colons nous ont apporté l'éducation, nous ont apporté la santé, ils nous ont apporté les routes. Mais n'empêche, on n'appelait pas ça le bonheur. Nos parents n'appelaient pas ça le bonheur. Donc les routes, c'est pas le bonheur. C'est peut-être quelque chose, mais c'est pas le bonheur. C'est pas ça. C'est pas ça que les populations veulent. Voilà, c'est ce petit commentaire que je fais. Les populations veulent. Je vais faire une précision. Je vais faire une précision, s'il vous plaît. D'accord, très bien, justement, rapidement. Je suis totalement d'accord. Hein. Mais justement, peut-être que vous ne voyez pas l'articulation de la méthode de Ouattara, mais sinon cette méthode-là, elle prouve aujourd'hui, c'est bien fait. Parce qu'en la matière, les routes qui ont commencé à se mettre en place, l'ensemble des infrastructures qui ont commencé à se mettre en place, ont donné lieu effectivement à un certain nombre donc, de possibilités d'investissement. Il y a donc un certain nombre d'investissements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. On se retrouve finalement à un PIB qui, en 7 ans, va de 12 000 milliards de nos francs à près de 25 000 milliards de nos francs. 25 000, non, s'il vous plaît. 25 000 milliards de nos francs, il faut création de richesse. Afin de distribuer cette richesse-là. On vous a bien compris. Je vous rappelle qu'en 1970... Non, vous n'allez pas tous parler ensemble. Laissez-moi l'interrompre. Important que dans les années 70, on a connu le miracle. On vous a compris, M. Nielmin. Merci beaucoup. Non, François, vous n'allez pas bouillonner. Monsieur Amissa. Alors, M. Amissa qui a attiré l'attention. Je vais répondre rapidement. Oui, on a la croissance. Oui, on a effectivement une augmentation du PIB. Mais est-ce qu'on a affaire à une économie exogène ou endogène? C'est ça la question. Parce que ces routes-là, qui les construit? Il faut regarder la part de tous les travaux de route qui ont été imputables par des entreprises locales. Laissez M. Amissa terminer. Vous voulez que je donne le chiffre? 70% en valeur. En fait, de routes ont été faites par les entreprises étrangères. Donc, cette valeur ajoutée, le bénéfice qu'elle dégage, mais il repart. Mais je ne sais pas de quoi... Alors, ce n'est pas un débat sur l'économie, on aura un débat sur le modèle économique et tout le reste. En une seconde, Monsieur Nielmin, s'il vous plaît, vous avez parlé. Oui, mais dites-nous rapidement. Juste pour dire à mon ami... Le bien important. Monsieur Nielmin, s'il vous plaît. Les routes qui étaient faites par les colons, elles avaient quel tracé? C'était des routes qui partaient toujours des zones de production vers le port. Tout à fait. Pour sortir et tout ça, vraiment l'essentiel des matières premières vers l'Europe. Mais aujourd'hui, regardez le tracé des routes faites par le président Ouattara depuis 2011. Elles relient en général 2 têtes de région ou des têtes de région au département. Tout simplement pour essayer vraiment d'interconnecter tout ça, vraiment le trafic. Et puis ramener vraiment de l'équilibre entre les territoires. Voilà. Antonin Saleh-Timogo. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Sur la question de la visite, comme les autres l'ont dit, c'est normal que le président fasse ce genre de tournée. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que dès qu'on a publié la liste électorale, la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, la pré-campagne commence. Voilà. Et donc, ça s'inscrit dans la pré-campagne. Ce que moi je veux dire, c'est que le constat, il est clair. C'est-à-dire qu'en 2020, après la crise de 2010-2011, nous ratons encore l'occasion de faire des débats de fond sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. On va aller à une élection, certainement avec 2 candidats, Kakabé et le président sortant, et l'opposition incarnée par M. Bédier et M. Afinguessan, certainement ne vont pas y aller. Peut-être qu'ils vont trouver la stratégie de faire un boycott aussi actif comme en 1995. Mais le constat, c'est qu'on ne fera pas de débat. Les Ivoiriens n'attendront rien du tout de ce qui va se passer pour les 10 ans qui viennent. Comment on positionne le pays? Quel est le modèle de société qu'on veut construire pour les Ivoiriens? Quel est le nouveau type d'Ivoirien qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Tout ça, on ne verra rien du tout. Donc les politiciens ivoiriens, ils réussissent chaque fois, tous les 10 ans, une chose extraordinaire, à nous conduire dans une situation où plus personne ne réfléchit, on a tous peur, et puis bon, chacun dans son camp, et c'est eux qui prospèrent toujours.
C'est ça qu'il faut... On attend le Messie à Salé pour 2025. Merci beaucoup, chers invités. Docteur Arthur Banga, je rappelle que vous êtes historien, analyste politique. Docteur François Conan, journaliste au Nouveau Réveil. Antoine Assalé Timoko, journaliste directeur général de l'Éléphant déchaîné. Serge Amissa, directeur de campagne du candidat malheureux Serge Dibré, leader du mouvement citoyen 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire. Meïté Sindou, patron de presse, notamment de Nord-Sud.info. Et Innocent Nielbin, président de Force au Peuple. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Toutes nos excuses pour tous les appels qui nous sont parvenus et que nous n'avons pas pu prendre au cours de cette émission, faute de temps. On vous prendra certainement la prochaine fois, dimanche prochain. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de nous avoir suivis.